Un nouveau jour, une nouvelle semaine que nous abordons avec plein d'énergie. Merci de nous retrouver sur la référence sportive à l'heure de Plateau Foot Europe. Nous faisons le point des différents groupes des éliminatoires de l'Euro 2020. L'Italie et l'Espagne poursuivent leur sans faute. La France en tête de son groupe, mais sous la pression de la Turquie et de l'Islande. Pendant ce temps, le Portugal se relance. Dans le débat des spécialistes, un retour sur le prix de meilleur joueur UEFA. Nous parlons de tout ça avec les spécialistes. Ils sont là en studio. Franck Nonyama, bonjour. Bonjour Ezekiel, bonjour à toutes et à tous. Bonjour le plateau. Le confrère John Atisso de Africa Top Sport. Bonjour John, bienvenue. Bonjour Ezekiel, merci. Bonjour à tous les auditeurs de la référence sportive. Également avec nous, Noël de Souza, le confrère. Bienvenue Noël. Bonjour Ezekiel, bonjour à tout le plateau, bonjour à tous les fidèles branchés. Merci au Tout-Puissant pour sa protection. Voilà, nous disons également merci à Pélagie Mekoum qui va assurer la mise en onde pour la vidéo de cette édition et l'homme à devant. Je suis Ezekiel Ayataï, bienvenue. Et oui, sur le vieux continent, ce sont les éliminatoires de l'Euro 2020. On joue les 5e et 6e journées. Alors, nous faisons le tour de tous ces groupes, histoire de voir ce qui se passe d'abord dans le groupe A, où nous avons l'Angleterre, Monténégro, la République tchèque, Kosovo, Bulgarie, 5 nations dans ce groupe A. Alors l'Angleterre, bien sûr, en tête de ce groupe. L'Angleterre qui a dominé lors de la 5e journée. La Bulgarie, 4-0. Un triplé d'Harry Kane et une passe décisive. John Atisso, l'Angleterre, oui, est en balade. Oui, c'est ça. Ça devient une habitude. On voit les Three Lions qui sont très virevoltants lors des éliminatoires. Maintenant, c'est quand même une belle prestation face quand même à la modeste équipe de la Bulgarie avec un triplé du King Harry Kane et également des prestations de toute une équipe. On voit que cette équipe est sur la dynamique de ce qui a été fait lors de la Coupe du Monde 2018. Maintenant, on attend les Three Lions à la compétition officielle à l'Euro 2020 parce qu'on sait que c'est une équipe qui se balade lors des éliminatoires mais qui cale tout le temps lors des compétitions officielles. Voilà, la Bulgarie, on peut dire que c'est fini l'époque des Stoïchkov où cette nation a fait rêver. Oui, vous savez, Ezekiel, dans le football, c'est plus la continuité qui permet de garder le cap. Quand vous avez une génération qui arrive quand même à montrer de belles choses, il va falloir aller travailler, essayer de retrouver ces pépites-là qui seront capables de remplacer les stars de l'heure. Maintenant, on voit également qu'au niveau de la Bulgarie, ce travail de fond n'a pas été fait. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ce pays-là est en train de peiner. Maintenant, face à l'Angleterre, quand vous visualisez un peu ce match, vous allez voir que la plupart du temps, c'était une équipe de la Bulgarie qui s'est mis dans de pétrins tout seul. L'ouverture du score, par exemple, ils essayaient de ressortir le ballon et ils se sont trompés rapidement. L'autre est venu, Ali Kane était là, lui, c'est un tueur, il sait que mettre la balle au fond des filets. Donc, on peut tout simplement dire que c'est vrai qu'on a l'habitude de crier ici sur les nations africaines, mais de l'autre côté également, les gens ne travaillent pas et quand on ne travaille pas, le résultat est là et c'est clair. Il n'y a plus cette magie-là en football. C'est vrai qu'il y a de la magie, il y a également de la chance, mais il faut du travail, il faut provoquer cette chance-là. Dans l'autre match de ce groupe, la République tchèque s'est inclinée devant Kosovo, 1-2. Kosovo, c'est la surprise de ce groupe, Franck. Kosovo, juste derrière l'Angleterre. On n'attendait pas forcément cette nation, Franck. Ouais, il y a quelques années, la sélection kosovare n'existait même pas. Maintenant, c'est celle-là qui arrive quand même à suivre le rythme imposé par les Three Lions. C'est une surprise, vraiment. Lorsqu'on voit un peu la prestation de cette équipe qui est quand même deuxième du groupe, je pense que les Kosovars sont en train d'arriver en tant que nation de football. Petit à petit, ils gravissent les échelons pour inquiéter maintenant les grands. Donc voilà, on peut dire tout simplement que c'est bien. Et par rapport à l'Angleterre, c'est une balade, comme vous l'avez dit, parce qu'il n'y a pas d'adversaire en tant que tel dans ce groupe. Les Three Lions restent sur une dynamique depuis la Coupe du Monde et la Bulgarie, qui n'a plus, on va dire, sa sélection des années 90 et 2000 est en train de souffrir. Et on peut comprendre. Donc voilà, il y a rien qui puisse arrêter les Three Lions dans ce groupe. Et justement, la prochaine journée dans ce groupe, c'est demain.
l'Angleterre face à Kosovo. C'est le duel entre les deux leaders. Enfin, 9 points pour l'Angleterre qui est en tête, 8 points pour Kosovo. Les deux nations se retrouvent demain pour peut-être la suprématie de ce groupe. Ouais, Ezekiel, vous savez, Angleterre-Kosovo, sur le papier, il n'y a pas match. Maintenant, quand on suit un peu les prestations de ces deux formations, on peut quand même se dire que l'Angleterre doit se méfier parce que l'Angleterre, c'est vrai, par moment, ils sont capables de souffler le chaud, mais en même temps le froid. Ça veut tout simplement dire que cette équipe des Three Lions est capable de vous épater et de vous décevoir. Donc ça veut tout simplement dire qu'il va falloir... Donc vous pensez qu'il peut avoir une surprise ? C'est possible qu'il y ait une surprise. Quand on prend un peu le parcours du Kosovo, jusque-là, ils n'ont pas volé. Ils ont su garder cette confiance-là qui les a permis de tenir tête aux autres nations de cette poule. Ça veut tout simplement dire que le Kosovo aujourd'hui n'est pas à cette place pour rien. Et donc l'Angleterre doit se méfier parce que, vous savez, on a vu des nations sortir lors de l'Euro passé. Vous avez vu le Portugal qui avait peiné même avant de sortir de sa poule. C'était face à certaines nations que personne n'aurait pu imaginer. Ça veut dire que le football, quand on travaille, je l'avais dit tout à l'heure par rapport à la Bulgarie, quand on travaille, on est capable d'aller se hisser à un niveau où personne ne nous voit. C'est aussi voilà, ça la leçon. Vous tendez bien la perche, puisque juste derrière, on parle du Portugal, de Cristiano Ronaldo. Juste avant le classement, dans le classement de ce groupe A, l'Angleterre en tête avec 9 points, suivi du Kosovo, 8 points, 6 unités pour la République tchèque, 3e, 4e Monténégro, 2 points, 2 points également pour la Bulgarie, dernier de ce groupe A. Et dans le groupe B, on a le champion en titre, le Portugal de Cristiano Aveiro Ronaldo qui était en déplacement en Serbie à l'arrivée. C'est une victoire 4-2 avec au passage un but de Cristiano Ronaldo qui reste, je dirais, inuisable, messieurs. Oui, on a vu la prestation de la Seleção das Cunhas la dernière fois. On peut dire que c'est une équipe qui est toujours dans la continuité. On a vu qu'après le sacre à l'Euro 2016, ils ont su garder quand même cette ossature-là et également le coach Fernando Santos qui a permis quand même à l'équipe de créer cet exploit. Maintenant, on voit quand même l'émergence de jeunes pépites à l'instar de João Félix de l'Atlético Madrid, également Gonzalo Guedes qui a acquis une certaine expérience, également Bernardo Silva qui joue actuellement à Manchester City, qui est l'un des pions essentiels de cette équipe des Citizens. Aujourd'hui, moi je pense que c'est un tout, c'est un véritable collectif et il faut véritablement mettre l'accent sur cette équipe-là lors des prochaines compétitions. Maintenant, on voit que le Portugal s'est relancé, mais a quand même 2 matchs en retard. Je pense véritablement que c'est une équipe qui marche sur l'eau et qui peut toutefois gagner ces deux matchs en retard là et pouvoir se replacer rapidement dans ce groupe B. Mais aujourd'hui, je pense véritablement qu'ils ont quand même la tête de gondole qui est Cristiano Ronaldo, qui on sait très bien que c'est un génie, c'est quelqu'un qui peut quand même mettre une équipe en difficulté dans toutes les situations. Maintenant, c'est quand même aux jeunes de revenir très fort. Je viens de les citer. Ils ont maintenant quelques compétitions internationales dans les jambes. C'est à eux maintenant de prouver qu'à part Cristiano, il y a d'autres joueurs qui puissent faire l'affaire, même dans des compétitions de très haut niveau. C'est un match sur lequel il ne fallait pas que la Seleção se loupe, parce que là, ils ont fait un très mauvais début de compétition. Donc, il fallait gagner en terre étrangère et ils ont su le faire, 4-2. C'est un très bon score qui pourrait quand même relancer ce groupe-là. C'était important quand même de gagner parce qu'on ne comprendrait pas peut-être une élimination du Portugal en tant que tenant du titre dans ces éliminatoires. Donc, je pense bien que c'est un très bon résultat et Cristiano Ronaldo qui a encore une fois marqué. C'est vrai, il n'est pas le seul à marquer. Il a marqué le 4e but, mais c'est quand même important pour lui d'ailleurs de pouvoir faire de pouvoir faire la différence. Donc, voilà. De Souza, on a des De Souza au Portugal. Hein? Oui, c'est la famille, c'est une grande famille d'ailleurs au Portugal, au Brésil, en Espagne, un peu partout dans le monde. Vous savez, cette équipe du Portugal, c'est bien, c'est très bien. J'apprécie beaucoup le travail que fait ce Bernardo Silva. C'est vrai que Cristiano est là. Entre-temps, il a même reçu le trophée du meilleur joueur portugais, mais je me dis que c'était volé parce que... C'était mérité? Non, parce que pour moi, c'était Bernardo Silva. Par rapport à sa saison, les trophées qu'il a eu à rafler avec Man City. Si vous suivez un peu cette rencontre-là, Bernardo Silva, c'était un but, une part décisive. Il était même au début de l'action qui a apporté au but de Gonzalo Guedes. Ça veut dire que c'est un joueur qui
qui est en forme, il le prouve à chaque week-end avec Man City. Donc je ne sais pas pourquoi. Peut-être que le génie est toujours là. On a du mal à... Est-ce que c'est pas un supporter de Messi qui parle? Non, c'est pas un supporter de Messi. Non. C'est la relativité. Quand on prend Oui, la mais saison... il faut reconnaître quand même que Bernardo Silva a fait une très grosse saison Oui, avec oui. Manchester Oui, City. et pour moi, c'était quand même le meilleur portugais. Mais bon, ils en ont décidé autrement. Maintenant, quand je prends un peu cette rencontre-là, je me dis que le Portugal est en train de revenir. On risque de retrouver un Portugal des années de Figo et de ses amis qui joue bien, mais qui trébuche. J'ai peur pour ce Portugal, pour la compétition Vimaldi, parce que quand vous voyez la défense, la manière dont les 2 buts de la Serbie ont été marqués, vous allez suivre que ce Portugal a ce projet très bien vers l'avant, mais au niveau de la défense, il y a un petit souci. Ça veut dire qu'il reste également un travail à faire de ce côté, parce que Guedes qui perd un ballon rapidement récupéré par l'attaque adverse en 2-3 touche, on retrouve un attaquant qui marque. Je pense que l'atout du Portugal qui l'avait permis de se hisser sur le toit de l'Europe, c'était quand même cette solidité défensive-là. Même si on le veut ou non, ils arrivaient quand même à tenir tête à l'adversaire. Voilà, le Portugal se relance comme on vient de le dire, puisque le Portugal n'est pas en tête de son groupe. C'est bien l'Ukraine qui est là. C'est peut-être la surprise de ce groupe-là, puisqu'on attendait peut-être le champion en titre. Ce n'est pas une surprise parce que juste après la non-qualification de je crois la Coupe du Monde 2014 ou 2018, il y a eu une certaine révolution à ce niveau avec la nomination de l'ancien Ballon d'Or Andrei Shevchenko, qui est en train de faire quand même un certain boulot. Aujourd'hui, on a Kono Bianca et les autres qui font quand même du très bon boulot. Naturellement, les sont des joueurs techniques et on voit que c'est un football léché que prône aujourd'hui Shevchenko à ce niveau. Mais pour revenir quand même à ce que Noël a dit, moi je suis parfaitement d'accord, parce que même si je suis un grand fan de Cristiano Ronaldo, quand on voit quand même la saison des 2 joueurs, oui, aujourd'hui Cristiano Ronaldo et Messi sont quand même dans une autre galaxie, mais quand on voit la saison des 2, je crois que Bernardo Silva a beaucoup plus brillé. Mais aujourd'hui, encore une fois, on a l'impression que pour donner ces trophées, on ne compte que les buts, on ne voit pas ce que les autres joueurs font. C'est ce qui est marrant, je peux dire. Et également, on peut voir que juste après la signature de Cristiano à la Juventus, il a mis quand même la sélection entre parenthèses. Et pendant cette période, on a vu Bernardo Silva qui portait l'attaque de cette équipe-là, qui faisait quand même tout. Il était quand même à l'avant-dernière passe, il était à la dernière passe décisive, il était quand même buteur. Donc cela veut dire que c'est un joueur qui a énormément progressé depuis son départ de l'AS Monaco. Et dans les prochaines années, on verra que c'est peut-être lui le successeur de CR7. Selon vous, il méritait d'être le meilleur joueur portugais. Parce que ça fait pratiquement 9 ans que Cristiano a monopolisé ce trophée. Franck Pourquoi pas Barthez. faire la Oui, alternance à je ce pense niveau. qu'il y a un vote a toujours été, on va dire, relatif, Oui. si vous le permettez. Donc, pour certains observateurs du foot européen, ils pensent que Cristiano a toujours une certaine mainmise sur sa sélection et puis ses prestations en club. Il a changé de club, mais là, il a également tenu. Il a joué comme quelqu'un qui était dans l'effectif, on va dire, turinois depuis beaucoup d'années. C'est un peu ça qui peut-être a joué à sa faveur. Sinon, Bernardo Silva, c'est un joueur de qualité, un pied gauche assez intéressant. Maintenant, le vote reste ce qu'il est et voilà. Voilà, on aura encore à parler de Cristiano tout à l'heure dans le débat des spécialistes. Voilà. Alors, dans ce groupe B, c'est l'Ukraine qui est en tête avec 13 points, 5 pour le Portugal, qui a commencé malheureusement ses éliminatoires avec 2 matchs nuls. 3e, Luxembourg, 4 points également pour la Serbie, 4e, et puis 5e, la Lituanie. Et demain, dans ce groupe B, la Lituanie sera face au Portugal et Luxembourg a rendez-vous avec la Serbie. Cap sur le groupe C de ces éliminatoires, le groupe dans lequel on retrouve 2 monstres du football européen, l'Allemagne et les Pays-Bas. C'était le gros choc de cette 5e journée, messieurs. Et à l'arrivée, une victoire des Oranges, 4-2 devant l'Allemagne. Est-ce que quelqu'un a été surpris par ce score parmi vous? Moi particulièrement. Non. Moi j'ai été surpris. Non. Moi j'ai été surpris parce que là... C'est Herr Nunyama. Parce que là, au match aller, l'Allemagne a gagné. En mars dernier, 3-2. Oui. 3-2 À à Amsterdam. Voilà. Et puis sur ce match-là, l'Allemagne a ouvert le score. C'était 1-0 à la mi-temps.
Mais après, c'est la catastrophe, on peut le dire. Ça a été une surprise parce que l'Allemagne avait quand même la main mise sur ce match. Mais au niveau de la possession, on sait que les Pays-Bas étaient devant. Mais l'Allemagne, vous connaissez leur football. Vous pouvez les dominer n'importe comment. Ils arrivent à tenir, à résister. Mais au-delà de tout ça, ça a été un très beau match. Un bon spectacle produit par les Oranges. 4-2 à l'arrivée. Je pense que sur l'ensemble du match, ce n'est pas volé, tout simplement. John Tissot veut peut-être aller en contre-pied. Oui. La raison pour laquelle je ne suis pas d'accord avec Franck Luniama, c'est que depuis un certain temps, on voit que Ronald Koeman est en train de créer quand même un collectif avec cette jeune équipe des Oranges. Quand on prend Frankie de Jong, on prend Mathis de Ligt, on prend Memphis Depay qui est également la tête d'affiche de cette équipe-là après le départ de Arjen Robben et Wesley Sneijder. Donc aujourd'hui, c'est il y a toujours des anciens qui sont là, à l'instar de Babel. Babel, oui, qui apporte quand même son expérience à cette jeune équipe hollandaise. Wijnaldum qui aujourd'hui a de l'expérience. Effectivement, mais moi je prends le problème du côté de la National Mannschaft. Moi, je pense véritablement que c'est une grosse erreur de la part de la fédération de ne pas remercier quand même Joachim Löw après quand même cette Coupe du Monde 2018 décevante. Oui, il faut quand même tourner la page, mais il est encore resté, le discours est toujours le même. Aujourd'hui, on voit qu'il est en train de faire quand même une certaine révolution en changeant un tout petit peu l'équipe, mais on voit toujours les mêmes. On voit Toni Kroos, on voit les autres qui sont toujours là avec cette tunique blanche de la National Mannschaft. Et le joueur est toujours stéréotypé. Et entre-temps, il a tiré une croix sur les anciens. Oui, comme Matt Hummels, comme Boateng. Oui, mais on voit que le problème persiste. Aujourd'hui, là, je peux dire que l'Allemagne est friable sur le plan défensif. Et l'Allemagne n'est plus cette équipe-là qui marque assez de buts. Aujourd'hui, on n'a plus cette identité allemande là dans ce jeu. Frapper de loin, rapidement faire des combinaisons. Non, on ne voit plus ça. Maintenant, il va falloir véritablement tourner cette page-là et changer de discours en apportant quand même un nouveau sélectionneur à cette équipe. Noël de Sousa, pensez-vous que l'équipe allemande a peut-être besoin d'électrochoc? Oui, il faut peut-être un changement de sélectionneur ou... Oui, il faut bousculer la donne parce que Löw, il est perdu. Ça fait plus d'une décennie à la tête de cette sélection. Il a quand même touché le plafond avec cette Coupe du Monde. Il est revenu avec ça. Je pense que déjà avec ça, il n'a plus rien à prouver. Il est déjà rassasié. Et quand il voulait balayer la maison, il faisait croire sur Müller et autres. Pourquoi avoir gardé Neuer, Kroos et certains dans le nid? Si vous voulez rajeunir l'équipe, il vaut mieux le rajeunir. L'Allemagne était partie remporter une victoire à l'Amsterdam Arena avec un travail fou de ce joueur-là qui est blessé. Le Roi Sané, c'était un joueur qui avait beaucoup pesé dans cette rencontre. Il n'était pas là hier. On a quand même vu l'approche de Joachim Löw sur le banc. Quand ils étaient menés, après l'égalisation sur penalty de Toni Kroos, vous suivez le geste de l'entraîneur, vous dites, mais l'Allemagne était en train d'égaliser à 2 buts partout, il est si content comme ça. Et c'est là que les jeunes des Pays-Bas sont sortis et ils ont frappé fort. Quand vous voyez un peu un Wijnaldum, vous voyez un De Jong, vous voyez ces joueurs-là, vous comprenez que c'est la jeunesse qui a submergé l'autre jeunesse. C'est vrai qu'il y a quand même de la vieillesse, mais ils sont également, les Serge Gnabry et autres, ils sont également des jeunes, mais ils n'ont pas été efficaces devant les buts. Il faut également le reconnaître. Ils ont eu des opportunités. Gnabry, c'est vrai, il a mis ce but-là, mais il a eu des opportunités non achevées. Donc je dirais tout simplement que ce qu'il faut aujourd'hui à la Mannschaft, c'est de remercier Löw, essayer de retrouver un autre sélectionneur qui aura quand même faim d'offrir une autre chose à cette sélection-là et remercier également Neuer. Il n'a pas démérité dans cette rencontre, mais je pense fort qu'il est temps de donner sa place à Ter Stegen, le jeune portier du FC Barcelone. Oui, forcément, il y a des changements à faire dans cette équipe de l'Allemagne. Globalement, lorsqu'on prend les prestations de l'Allemagne depuis un an, on peut dire que sur ce match, il n'y avait pas surprise parce que l'Allemagne est en train de dégringoler. Maintenant, par rapport à l'attaque du match, par rapport à ce que les Allemands ont produit, sur ce match-là, en début de match, 4-2 à la fin, c'est une surprise. Oui, ça, il n'y a rien à dire. Maintenant,
tout le monde est d'accord qu'il faut passer au changement, mais l'on n'oublie pas que l'Allemagne, c'est un pays souvent conservateur. Leur a donné plein de choses, titre de champion du monde. L'Allemagne finit toujours dans les 4 derniers dans une compétition internationale. Je ne sais pas si ça suffit pour le garder, mais pour le moment, il est là. Il faut avoir peut-être, comme Ezekiel l'a dit, un électrochoc en bougeant un peu les lignes, en changeant un peu les choses. Voilà, donc je pense que ça doit pouvoir aller. Avec l'eau à la tête de cette sélection, même si on essaie de bousculer les choses, je pense que l'eau, c'est vrai qu'il relativise parfois, il fait des erreurs qu'il reconnaît, mais il va toujours persister dans ces erreurs-là. Quand il met la plupart du temps une erreur dans les buts, ça veut dire qu'il est conservateur, comme vous venez de le dire. Et le résultat, qu'est-ce que ça donne? Le résultat, c'est le gros souci de Noël aujourd'hui. Je pense bien que c'est le problème est que après cette Coupe du Monde ratée, la pression a atteint son paroxysme. On attend à chaque fois la sortie de la National Mannschaft, on attend à chaque fois la sortie de ces jeunes-là, alors que aujourd'hui, c'est Serge Gnabry, c'est Timo Werner. On veut peut-être rapidement retrouver la Mannschaft. Il faut même rappeler que même avant la Coupe du Monde, quand vous jouez pour la National Mannschaft, avant chaque match, il y a de la pression. Oui, mais c'est là que je parle de la pression qui a atteint son paroxysme. Il fallait remercier juste derrière la Coupe du Monde. Oui, on ne l'a pas fait. Et maintenant, on se grouille dans la tête, on se dit, est-ce qu'il faut le faire maintenant? Est-ce qu'il faut le laisser terminer l'Euro à venir? Tout ça, là, c'est des questions qu'il se pose, certainement. Et en se posant toutes ces questions, c'est l'Irlande du Nord qui est à la tête de ce groupe. La grosse surprise peut-être, parce que quand on a l'Allemagne, on a les Pays-Bas, c'est vrai, les Pays-Bas ont 2 matchs en moins, mais voir l'Irlande du Nord devant l'Allemagne et les Pays-Bas. Je pense que l'Irlande du Nord a joué le dernier Euro en France. Je crois, oui, il était dans la même poule que l'Allemagne. Donc c'est juste dans la continuité. Je pense que c'est une équipe qui est dans le Royaume-Uni, qui arrive quand même à jouer le kick and rush avec ce jeu qui n'est pas beau à voir, mais qui est très efficace. Beaucoup de centres, très physique, avec un attaquant qui est très virevoltant, qui est féroce. Et puis on envoie des balles sur lui et puis sur la tête, il marque. Donc c'est toujours ce jeu qui est à ce niveau. Et pour l'instant, ça gagne pour l'Irlande du Nord. Bon, je pense que finalement, ceux qui ont ouvert, je dirais entre guillemets, les vannes pour pouvoir permettre pour changer le format de la compétition, permettre à ces petites nations, entre guillemets, de participer également à la fête auront finalement raison. Que ce soit l'autre fois la CAN, on a quand même vu de bonnes choses. On voit quand même que ces petites nations-là ont quand même beaucoup de choses à prouver. On les sous-estimait entre-temps. Donc, c'est le cas de... Ces petites nations travaillent. Oui, ça travaille. Et quand ça travaille, c'est le résultat qui est là. Ne soyez pas surpris qu'un de ces 4, ces petites nations-là essayent quand même d'aller revenir avec le trophée. C'est vrai que la Grèce, entre-temps, avait surpris en faisant pleurer Cristiano Ronaldo. Avec une très belle équipe. La Grèce a tout de même surpris, mais quand on voit l'équipe sur le papier, c'est quand même très reluisant comme talent. Une équipe qui avait joué avec ses valeurs. Elle était ultra défensive, mais elle était en place. Surtout que l'Euro s'était déroulé au Portugal. C'était ce qui était le plus marquant. Marquant. Voilà, donc dans ce groupe, l'Irlande du Nord totalise 12 points, 9 pour l'Allemagne, 6 pour les Pays-Bas qui a 2 matchs en moins, 4e la Biélorussie 3 points et puis 0 points. Un match en moins pour l'Allemagne aussi. Oui, et l'Estonie 0 points qui est le guichet automatique de points dans ce groupe-là. Bravo. Et puis ce soir, la 6e journée, l'Irlande du Nord sera face à l'Allemagne, les 2 premiers face à face. Ce soir, match à suivre, et puis l'Estonie qui reçoit les Pays-Bas. Direction le groupe F où nous avons l'Espagne qui fait 1 sans faute, 6 matchs, 6 victoires, 18 points pour cette équipe. L'Espagne qui était face aux îles Féroé la dernière fois, 4-0 à l'arrivée. Sans bavure. Même avec une équipe moyenne de la Rora, on peut toutefois battre les îles Féroé. Vous venez de parler de guichet automatique de but. Cette équipe aussi en fait partie. Mais il faut dire que même si l'Espagne a fait un sans faute jusque-là, c'est une équipe personnellement qui ne me convainc pas. C'est une équipe qui nous a habitués de par le passé à un jeu très fluide, en jouant même sans attaquant, mais en marquant beaucoup de buts. Mais aujourd'hui, c'est une équipe qui marque peu également. C'est une équipe qui a de la difficulté à pouvoir
pouvoir trouver beaucoup d'occasions dans un seul match. Donc aujourd'hui, je sais qu'avec la transition, Luis Enrique et Moreno qui est là actuellement, Sucuk qui est intérimaire, il n'arrive pas à inculquer les vraies valeurs du jeu espagnol à cette équipe-là. Mais aujourd'hui, je peux toutefois dire qu'avec le talent qu'a cette équipe-là, c'est ce qui fait la différence. Mais dans le jeu, il va falloir faire beaucoup plus encore. Est-ce à dire que l'Espagne ne séduit plus? Non, on peut comprendre parce que là, l'Espagne, depuis quelques mois, depuis plus d'un an, est en train de souffrir. Il y a Lopetegui qui a pris l'équipe, qui n'a pas fait long feu, qui est parti. Après, il y a Luis Enrique qui, pour des problèmes, raisons personnelles, a décidé de laisser la Roja, et Moreno qui est là. À ce niveau, l'équipe n'a pas encore cette stabilité philosophique au niveau jeu. Donc, on peut comprendre. Maintenant, ce qui me plaît chez cette équipe de la Furia Roja, elle ne séduit pas, c'est vrai, mais elle se fait respecter. Les îles Féroé, d'accord. Ils ont été rapidement balayés. Il y a 6 matchs. Mais tous les autres du groupe... oui. Je crois la dernière fois, l'équipe a peiné devant la Roumanie avant de gagner. La Roumanie a été toujours un problème pour l'Espagne. Lorsque vous voyez les statistiques entre ces deux sélections, la Roumanie a toujours posé des problèmes à l'Espagne. Donc, elle se fait respecter. C'est ça qui est le plus important. 6 matchs, 6 victoires. C'est pas comme ailleurs où des nations méconnues viennent poser des problèmes à la sélection. Donc, voilà. Ailleurs, en Europe ou en Afrique? En Afrique, là où... oui. Ezekiel, je pense que l'Espagne reste et demeure l'Espagne. Les Espagnols se sont fait du mal, ils se sont tirés une balle dans les pieds avec cette histoire de Lopetegui au Real à la veille de la Coupe du Monde qui a tout chamboulé, il faut le reconnaître. Donc le problème des Espagnols a été un Espagnol et finalement je pense qu'ils vont quand même essayer de tenir la baraque, mais le souci c'est que l'Espagne ne donne plus cette confiance-là, ne donne plus l'assurance que cette équipe déploie en temps. Vous allez voir que avant qu'il ne soit champion d'Europe à 2 fois de suite, si j'ai bonne mémoire, c'est une équipe qui avait certaines valeurs. Aujourd'hui, on n'a plus ces valeurs-là. Je pense ces valeurs sont passées où? Oui, bon, vous savez, Del Bosque est parti avec. Oui. Le football a également évolué. Le tiki-taka, tout ce qui se pratiquait en temps, il y a plusieurs, entraîneurs, sélectionneurs qui ont essayé de trouver une manière de contrer à bon escient. Et puis les écarts sont resserrés. Les écarts sont resserrés. Donc c'est ce qui fait que, entre-temps, vous allez voir que l'Espagne, c'est la plupart des joueurs du FC Barcelone, les Xavi, les Iniesta, les Busquets qui se retrouvaient même les yeux fermés. On combine avec quelques joueurs du Real Madrid, Casillas dans les buts ou peut-être Vitor Valdés. Et on sait quand même que même si c'est 0 but partout à la 90e minute, l'éclair va venir de quelque part. Mais ce n'est plus le cas actuellement. Donc je pense qu'il va falloir qu'ils essayent quand même de reconforter Moreno dans sa position, soit de revenir avec un autre sélectionneur pour pouvoir permettre à celui-ci d'asseoir sa manière de jouer, pour pouvoir permettre à l'Espagne peut-être d'aller faire bonne mine. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on va parler de favori de l'Euro 2020, on va forcément citer l'Espagne, mais ce n'est pas aussi sûr que ça. Voilà, un jeu peut-être pas chatoyant, mais l'Espagne est en tête de ce groupe avec 6 matchs, 6 victoires, 18 points donc, suivi de la Suède, 11 points, 10 points pour la Roumanie, 3e. À la 4e position, la Norvège, 9 points. 3 petits points pour Malte, 5e, et puis 6e et bon dernier avec un 0 pointé, les îles Féroé. On parle d'une autre nation qui fait aussi un sans faute. Il s'agit de l'Italie dans le groupe I. L'Italie qui a dominé hier la Finlande dans le match au sommet de ce groupe, 2-1 en déplacement, messieurs. Oui, il fallait le faire parce qu'aujourd'hui, la Finlande a en son sein un attaquant qui marque but sur but en premier, les Pukki. Maintenant, il va falloir quand même contenir cet attaquant-là et aller faire la différence sur le plan offensif. C'est ce qui a été fait par les jeunes Italiens. Mais on voit que depuis l'arrivée de Roberto Mantini, il arrive quand même à insuffler une autre dynamique à cette équipe-là, avec les Thierry Immobilier, avec Lorenzo Insigne. Aujourd'hui, c'est une équipe qui veut produire du jeu. Ce n'est plus une équipe d'Italie qu'on a connue de par le passé avec le Cadenaccio. Maintenant, c'est une équipe qui a envie de séduire sur le plan offensif, qui a envie de combiner dans les petits espaces, même si ce n'est pas le tiki-taka, mais il veut quand même refaire le football offensif à leur manière. C'est ce qui aujourd'hui est payant et vivement que cela puisse pérenniser. Ils ont des joueurs pour.
Oui, ils ont des joueurs pour des joueurs très techniques, Jorginho, très techniques au milieu de terrain, et également sur le plan offensif. Aujourd'hui, on voit que l'Italie exploite pratiquement tous les avantages du football. Ils ont quand même des joueurs qui sont bons sur le côté, très techniques, qui peuvent repiquer dans l'axe, et également des joueurs au milieu de terrain qui, sur une seule passe, peuvent casser la ligne. Aujourd'hui, c'est payant, et vivement que ça puisse être pérennisé à ce niveau. Même si ça a été une victoire compliquée face à Finlande, dont vous avez parlé, c'était quand même le premier face Timo au... Pukki. Voilà. Oui. Une histoire de pénalty. De pénalty, vraiment ça a été compliqué. Mais ce qui est intéressant, comme John l'a souligné, c'est que l'Italie a envie désormais de se défaire du catenaccio, d'européaniser, de latiniser en même temps son football, de pratiquer un football plus attrayant que ce qu'on connaît dans les années 90, voilà, début d'année 2000. Donc c'est ce qui fait aujourd'hui la force de cette équipe d'Italie, surtout le passage de Roberto Mantini du côté de Manchester City. Je pense qu'il a transporté un tout petit peu cette philosophie de jeu vers la squadra azzurra, ce qui permet aujourd'hui à la sélection, à la Nazionale, de pouvoir faire un bon jeu qui plaît et qui n'est plus un football béton. Donc je pense que ça permet quand même à l'Italie, avec une nouvelle génération, d'aller de l'avant. Oui, on ferait bien de parler de ce monsieur, Timo Pukki. 6 matchs, 5 buts, une passe décisive. Et en première ligue également, on sait ce que fait ce joueur. Autant de matchs, autant de buts. Alors, c'est peut-être la révélation de ce début de saison. Oui, c'est la révélation, c'est la confiance. Vous savez, pour l'attaquant, mettre un but, c'est une bonne chose, mais essayer de remettre une deuxième, pourquoi pas une troisième, ça veut dire que vous avez désormais de la confiance face à n'importe quelle situation. Vous allez essayer, vous allez tenter et de voir ce que ça va donner dans cette rencontre-là. Il a su peser sur cette défense de l'Italie, ce joueur. Quand vous le voyez un peu dans ses déplacements, dans ses replacements, vous sentez que c'est un joueur qui a de la confiance. C'est un joueur qui veut s'améliorer. Et c'est ce qui est intéressant dans ce qu'il a fait. Maintenant, il a quand même eu le cran de prendre ce pénalty et d'aller égaliser dans cette partie. Ce n'est pas aussi facile que ça. On sait un peu ce qui se passe avec les pénaltys, même les Messi, Ronaldo. Parfois, ce n'est pas aussi ça. Ouais. Donc, je pense que c'est un joueur à suivre de près. L'essentiel, c'est qu'il continue sur cette lancée-là. Beaucoup travailler parce que c'est ça le travail qui permet aux attaquants d'être de plus en plus efficaces devant les buts. Maintenant, un point sur l'Italie. Vous savez, souvent l'Italie, c'est cette formation-là qui nous a habitués à souffrir durant les phases de poule pour pouvoir mieux s'affirmer durant la compétition. Mais quand on voit l'Italie qui n'a pas aussi mal que ça, qui essaye quand même de dérouler, bon, entre guillemets, en Italie, eux-mêmes, ils savent que bon, ce n'est pas aussi rassurant parce qu'ils comprennent et ils savent que c'est quand les gens ou les autres pensent que l'Italie ne peut pas arriver, qu'ils essayent d'aller retrouver, je ne sais pas, cette énergie, je ne sais d'où, pour pouvoir aller prendre le trophée. Parce que qu'on le veuille ou non, nous sommes en train de parcourir les différentes poules, mais vous allez voir que les grands, presque tous les grands seront au rendez-vous. C'est désormais à 24 équipes. Hein. Voilà. Si vous permettez, juste 30 petites secondes. Sur Timo Pukki, il faut dire que c'est un joueur qui vient de loin, qui s'est forgé une certaine personnalité parce que à 17 ans, il a quitté son pays natal pour aller tenter une aventure au FC Séville. Ça n'a pas été concluant avec la barrière linguistique, avec la barrière du climat et autres. Mais après, il s'est refait une santé en revenant dans son pays, en claquant but sur but. Également, il a rejoint, je crois, il y a cela 2 ans, Burnley, lorsque cette équipe était en championship en D2 anglaise. C'est là qu'il a véritablement éclos et ce qui l'a permis quand même de rééditer cet exploit-là en Premier League. Maintenant, c'est un joueur qui a marqué 5 buts en 6 apparitions. Le plus dur reste à venir maintenant, il va falloir confirmer. C'est un joueur qui a peut-être la trajectoire de Jamie Vardy. Pourquoi pas. Oui. On espère qu'il va porter la Finlande pour une première qualification historique à l'Euro. Voilà, même si son but face à l'Italie a été insuffisant. La Finlande reste deuxième de ce groupe I derrière l'Italie. 12 points pour la Finlande, 18 pour l'Italie. Troisième, l'Arménie, 9 points. La Bosnie-Herzégovine, 7 unités. 5 points pour la Grèce, 5e et puis 6e, Liechtenstein. Un petit point. La prochaine journée, la 7e dans ce groupe, ce sera donc le 12 novembre. Dans le groupe H, on a la France qui recevait l'Albanie. La France qui n'avait pas droit à l'erreur. Les Français ont fait le job 4 buts à 1, surtout avec la jeune garde.
on peut dire que Deschamps fait confiance à la jeunesse et il a eu gain de cause. Oui, 4 joueurs du Bayern de Munich au départ de ce match. C'est vrai, c'est arrivé parce qu'il y a beaucoup de joueurs titulaires blessés, comme Mbappé, comme Samuel Umtiti et tous les autres. Mais là, ça n'a pas déséquilibré l'équipe. Et ce qui est important pour, on va dire, la philosophie de jeu de Didier Deschamps sur ce match, c'est vrai que c'était face à l'Albanie, mais l'Albanie a quand même 6 points dans ce groupe constitué de la Turquie, de l'Islande, et puis Andorre et tous les autres. Donc voilà, il fallait faire attention. Donc l'essentiel, c'était d'avoir les 3 points avec un but du nouveau venu, Jonathan Ikoné. Donc c'est quand même intéressant. Un doublé de Coman. De Coman, qui s'affirme en l'absence de Mbappé et les autres. Oui, ça veut dire que c'est un joueur qui est en train de grandir, ce joueur d'origine comorienne. C'est ce qui manque peut-être à certains joueurs quand on leur donne leur chance, ils n'arrivent pas à la saisir. Ce que Coman, lui, il a fait tout de suite. Oui, mais face quand même à une équipe albanaise, même si ces dernières années, l'équipe albanaise a causé beaucoup de difficultés à la France, mais il faut dire que le contexte aussi a permis à Jonathan Ikoné et à Coman également de pouvoir s'illustrer de façon positive. L'hymne national. Oui, l'hymne national, le Stade de France. Il y a également un contexte particulier par rapport aux joueurs blessés. Il va falloir rendre hommage à ces joueurs là en gagnant, en se relançant d'ailleurs après la défaite face à la Turquie lors de la dernière journée. Donc, ce qui a été le cas, on a vu que ces joueurs ont été réalistes, ils ont respecté les consignes d'un certain Didier Deschamps qui, également, à l'instar de Roberto Mantini, veut petit à petit se défaire ou bien se départir du jeu beaucoup plus défensif et produire du jeu parce qu'aujourd'hui, la France a quand même beaucoup de joueurs offensifs de qualité. On parle de Coman, on parle de Mbappé, on parle de Griezmann, on parle de Giroud qui est quand même le point de fixation. Aujourd'hui, tous les ingrédients sont bons pour voir encore une fois la France faire quand même une très bonne compétition à l'Euro 2020. Voilà, que dire de ce qui s'est passé en début de rencontre dans ce match ou pour jouer l'hymne national de l'Albanie? C'est incompréhensible. Et puis on va jouer l'hymne de l'Andorre et ça devient, on va dire, un problème d'État. Je pense que c'est vraiment une négligence du côté de la Fédération française de football. Heureusement qu'ils ont rapidement... À ce niveau, on ne comprend pas avec toute l'organisation qui entoure des matchs à ce niveau. Je pense que la Fédération française a failli. Heureusement qu'ils ont vite réagi. Macron a présenté ses excuses au chef de l'État albanais. Le Premier ministre a fait de même, Noël Gray, voilà. C'est incompréhensible parce que lorsque vous voyez le visage décomposé des joueurs albanais, ils se demandent c'est quoi, qu'est-ce qui se passe. Oui, mais messieurs, imaginez le Togo qui va jouer quelque part et on nous joue l'hymne ghanéen. Je crois que c'est arrivé une fois pour le Togo. Je pense que c'est lors de la Coupe du Monde. On va chercher un hymne venu d'ailleurs qu'on place à la place de la terre de nos aïeux. Ça fait quand même problème. Il faut dire que ça démoralise les joueurs parce que c'est une période de concentration. C'est fait exprès? Bon, connaissant les Français. Moi, l'autre côté, le revers de la médaille, c'est ce qui m'importe plus. Si c'était à la France qu'on avait fait ça, j'imagine un peu tout le tollé que cela va provoquer. Comme c'est à l'Albanie et les Français sont les coupables, on a comme l'impression que c'est passé comme une lettre à la poste, comme si de rien n'était. Donc je pense que c'est ce qu'il faut plus fustiger. On a comme l'impression, comme vient de le dire Franck, que c'était prémédité. Ça a été fait à bon escient pour pouvoir démoraliser l'adversaire parce qu'on sait quand même que l'équipe de France, c'est cette équipe-là qui nous a habitués à avoir des problèmes face à des petites nations, entre guillemets, à domicile. On se rappelle quand même qu'il a fallu une main de Thierry Henry pour pouvoir permettre à cette équipe de France-là d'aller jouer une Coupe du Monde. Donc, vous savez, la France, elle a beaucoup plus de mal la plupart du temps, face à ces petites nations qu'aux grandes nations. Donc, je pense que c'est regrettable et il va falloir également que l'UEFA prenne ses responsabilités. Il faut du moins s'il y a une sanction pour pouvoir... Imaginez que ce soit la Russie de Poutine ou bien la Corée du Nord de notre cher ami Kim Jong-un. C'est vraiment un incident diplomatique. Ou les États-Unis, les États-Unis de Trump. Mais ça va être compliqué. En tout cas, la France a 12 points après 5 journées dans ce groupe, mais la France sent le souffle de la Turquie et de l'Islande dans son coup, puisqu'il y a également 12 points
pour ces deux nations. Et derrière, il y a l'Albanie, 4e, 6 unités. Moldavie, 3 points. 5e et puis 0 points pour Andorre. Et déjà, demain, dans ce groupe, il y aura la 6e journée. Et la France qui reçoit la lanterne rouge de ce groupe, Andorre. Ça doit passer pour les Bleus. La Moldavie qui reçoit la Turquie. Et puis l'Islande. On espère que cette fois-ci, ils ne vont plus jouer l'hymne de l'Albanie à voilà, on l'espère bien. Et le dernier match de ce groupe oppose l'Albanie à l'Islande. Et dans le groupe I, on a la Belgique qui est en tête de ce groupe. La Belgique qui recevait lors de la 5e journée. La Belgique était plutôt en déplacement à Saint-Marin. Victoire facile, 4 buts à 0. Victoire de la Russie également en déplacement en Écosse, 2 buts à 1. Et puis match nul, un partout entre Chypre et Kazakhstan. Et au classement, 15 points pour la Belgique, 12 pour la Russie. 3e Kazakhstan, 7 points. 4e Écosse, 6 points. Chypre, 4 points. 5e et puis dernier Saint-Marin, 0 points. On peut dire que tout est normal dans ce groupe. Vraiment, tout est normal. On a vu la Belgique sans Eden Hazard qui a marché sur Saint-Marin. On sait bien que Saint-Marin est toujours dans les éliminatoires en Coupe du Monde ou à l'Euro 2016. C'est une équipe qui arrive à distribuer des points. Également la Russie qui est sur la lancée de la bonne Coupe du Monde, qui a surpris plus d'un par rapport à sa prestation, qui a éliminé l'Espagne lors des 8e de finale de cette Coupe du Monde-là. Aujourd'hui, il y a la génération Golovin, il y a la génération de ces jeunes joueurs qui arrivent avec quand même l'expérience d'un certain Ignacevic et autres. Donc aujourd'hui, c'est tout bénéfice pour cette équipe russe. Et ce soir, dans ce groupe I, la 6e journée, Saint-Marin, Chypre, Écosse, Belgique, puis Russie et Kazakhstan. Nous allons rapidement parler du groupe G. Dans ce groupe, on n'a pas de grands noms, à part la Pologne. Bon, on a quand même l'Autriche, et c'est la Pologne qui est en tête de ce groupe. La Pologne qui s'est inclinée lors de la 5e journée en Slovénie. 2 buts à 0. L'Autriche qui marche sur la Lettonie, 6-0. Et puis ce match nul entre Israël et Macédoine, 1 but partout. 12 points pour la Pologne. 2e, l'Autriche, 9 points. 3e, la Slovénie, 8 points. 8 points également pour l'Israël. 4e, c'est serré dans ce groupe. Très serré avec les têtes de pont que sont la Pologne et puis l'Autriche, c'est normal. Donc les autres qui constituent ce groupe vont pouvoir les départager. Ce sera donc les donneurs de points pour la Pologne et puis l'Autriche. L'Autriche de David Alaba qui veut revenir sur l'échiquier européen. Ça fait très longtemps qu'on n'a plus vu cette équipe d'Autriche après la co-organisation avec l'Ukraine. C'est en 2008 ou 12, je me souviens plus trop. Donc ça va être serré jusqu'au bout, mais là je pense que la Pologne a les armes pour être premier dans ce groupe. Voilà, la Pologne est bien partie pour être premier dans ce groupe. Et donc ce soir, on aura le gros choc de ce groupe entre la Pologne et l'Autriche. Slovénie, Israël et la Lettonie reçoit Macédoine. Dans le groupe E, on a la Croatie Des Hitch, voilà. 4-0 pour la Croatie en déplacement en Slovaquie. C'est normal, on dira, tout simplement. Mais la Croatie a un adversaire de taille dans ce groupe. Il s'agit de la Hongrie qui partage la tête avec la Croatie. 9 points pour tous les deux. Oui, vous savez, quand on parle de la Croatie, c'est quand même le vice-champion du monde. Ce n'est pas rien. Vous avez des joueurs comme les Modric, les Rakitic, les Perisic, toutes ces hits-là qui sont quand même dans de grands clubs. Talent qui sont dans de grands clubs. Ça veut dire que ce sont des joueurs qui titillent le haut niveau presque chaque week-end. Maintenant, essayer de trouver cette mayonnaise-là pour pouvoir donner de la victoire à la sélection nationale, c'est ce qui importe à cet entraîneur. Ils sont en train de faire leur chemin tranquillement. On sait quand même que cette Croatie-là nous a quand même épaté avec cette Coupe du Monde. On verra si ils vont quand même essayer de récidiver parce qu'ils ont de la matière, ils ont des joueurs qui sont prêts à aller au combat, qui sont prêts à vous rentrer dedans si vous voulez les rentrer dedans, et ils ont également de la technique. Quand on essaye de combiner toutes ces qualités-là, ça donne le meilleur, et je pense que la Croatie est bien partie pour être tête de cette poule-là. Je l'avais dit, l'essentiel, ce n'est pas forcément les phases de poule, c'est ce que va produire
toutes ces différentes sélections au cours de l'Euro. Mais il faut d'abord se qualifier. Oui. Et la Croatie est bien partie pour prendre les 3 points ce soir, puisque la Croatie joue en Azerbaïdjan. Et puis la Hongrie reçoit de son côté la Slovaquie. Azerbaïdjan. Et on parle du dernier groupe, hein, le groupe de la Suisse. La Suisse qui a corrigé Gilles Battard hier, 4-0. Et puis ce match nul entre la Géorgie et Danemark. La Suisse qui n'est pas en tête de son groupe. La Suisse qui est 3e avec 8 points. Et en tête, on a R et deuxième Danemark, 11 points et 9. C'est quand même surprenant de voir la Suisse, puisqu'on attendait peut-être quand même la Suisse en tête de ce groupe. Vous savez, avec tous ces talents. La Suisse, c'est cette équipe-là qui a, je dirais, une cohérence. Ils ont toujours cette logique-là, cette manière de jouer. Ils ne sont pas aussi offensifs, aussi défensifs que ça, mais vous sentez qu'il y a de la stabilité dans le jeu produit par l'équipe. Et je pense que ces genres d'équipes sont des équipes auxquelles il faut faire très attention parce qu'ils sont capables de vous surprendre à tout moment. Aujourd'hui, la Suisse, c'est cette équipe-là qui peut. Vous savez, je venais de dire que les phases de poule sont toute autre chose et quand vous voyez ces équipes moyennes ou les grandes nations du football européen, ils seront forcément à ce rendez-vous-là que constitue l'Euro. Mais il y a ces équipes-là qui vont profiter de cette phase de poule-là pour peaufiner les détails, pour essayer d'asseoir leur manière de jouer. Et quand ils essayent d'avoir la même issue sur cela avant l'Euro, vous allez voir que c'est des équipes qui vont cartonner. Et pour l'instant, la Suisse a du mal. La Suisse qui est 3e avec 8 points. Moi, je pense que la Suisse doit véritablement réfléchir parce que on a l'air qui a 11 points, qui est une équipe hyper défensive. On a le Danemark également qui se reconstruit avec Christensen, avec Eriksen également, qui est quand même la tête d'affiche de cette équipe danoise. Mais aujourd'hui, il va falloir véritablement que Petkovic arrive à changer le discours parce que ça fait quand même un bon moment qu'il est à la tête de la sélection helvète. Mais après tout ça, il y a quand même des jeunes dans cette équipe-là, des joueurs qui ont confirmé au très haut niveau, à l'instar de Seferovic, à l'instar de Shaqiri, à l'instar de Granit Xhaka qui est à Arsenal. Donc aujourd'hui, la Suisse est composée des joueurs talentueux. C'est à eux de faire le travail véritablement parce que entre la Suisse et quand même le leader, il n'y a que 3 points de différence. Moi, je vais voir l'Euro quand même. Ils vont se battre pour parce ça que va être Granit Xhaka et puis Xherdan Shaqiri ont quand même les moyens de tirer cette équipe vers l'avant. On ne comprend pas pourquoi ça hésite, ça tâtonne, mais bon, il reste encore quelques journées avant la fin de ces éliminatoires. Parce qu'il y a le style anglais de l'air qui dérange tout le monde dans ce groupe-là. Et justement, c'est l'air qui est en tête. Et voilà, on a fait le tour de tous ces groupes, messieurs. On notera tout simplement que la Belgique, l'Italie et l'Espagne, pour l'instant, font un sans faute, pas de défaite, autant de matchs, autant de victoires. Nous suivrons avec intérêt la suite de cette 6e et 7e journée. Donc, on en parle toujours dans PFE. On marque la pause et derrière... Le débat des spécialistes. Les grands joueurs automatiquement ne deviennent pas des grands joueurs. Il y a le cas Maradona. Un certain Mancini. Il dit Balotelli court, il marche. Des anciens joueurs qui deviennent pour la plupart des grands entraîneurs, la preuve avec Zinedine Zidane, ce qui veut dire qu'ils ont forcément une autre façon de penser le football aujourd'hui. On n'est pas forcément obligé d'être un grand joueur pour être un grand entraîneur, ce que Mourinho a réussi. Mais c'est le côté spirituel, magie, tout ça là, c'est vrai, nous sommes en Afrique, on va me dire que tout peut se passer, mais à 99%, vous gagnez le match sur le terrain. Et l'autre là, on va dire que c'est une chance qui vous a souri. Le débat des spécialistes. Voilà, messieurs, le débat des spécialistes. Nous revenons tout simplement sur le prix de meilleur joueur UEFA. On en parle, c'était Virgil van Dijk devant Lionel Messi et CR7. Certains ont voulu qu'on en reparle, peut-être qu'ils n'ont pas été convaincus par celui qui a reçu ce prix. Alors, messieurs, Donatiso, c'était mérité pour Virgil van Dijk? Bon, je ne pense pas.
Je ne pense pas. Ah, Il faut voilà. avoir le courage de le dire. Voilà. Je ne suis pas chauvin parce que Sadio Mané ou Mohamed Salah est un Africain et c'est pour ça que je le dis. Mais les statistiques parlent quand même de ces joueurs. Moi, personnellement, c'est une absurdité de ne pas voir quand même Sadio Mané dans le trio parce que même si je suis un grand fan de Cristiano Ronaldo, la saison qu'a faite quand même Cristiano Ronaldo ne lui permet pas d'être sur le podium. Même si on peut nous dire que ce joueur a quand même une certaine étoffe, a quand même un certain génie, oui, mais sur la saison, je pense véritablement que Sadio Mané a fait plus que lui. Aujourd'hui, quand on prend les statistiques de Sadio Mané, 22 buts en première ligue, comme un buteur avec Mohamed Salah et Pierre-Emerick Aubameyang. Il a marqué 4 buts, mais outre ces buts, c'est quelqu'un qui a été prépondérant dans le titre de Ligue des Champions des restes de Liverpool. Et également, c'est un joueur qui est en constante progression. Depuis qu'il a quitté Red Bull Salzbourg en Autriche, il est venu à Southampton. C'est un joueur qui ne cesse de travailler. Et aujourd'hui, on voit que c'est lui le leader offensif de ces trios-là. Entre-temps, c'était quand même Mohamed Salah, mais aujourd'hui, Sadio Mané quand même s'est érigé quand même en une star de Liverpool avec quand même son déplacement sur le terrain, et sa manière de faire également. Il a beaucoup progressé et c'est une absurdité encore une fois de ne pas le voir et également dire que dans cette équipe de Liverpool, voir Virgil van Dijk, oui, on sait que depuis que ce joueur est arrivé, il a stabilisé quand même l'aspect défensif, mais pas que. On voit qu'il y a quand même une certaine tactique autour, axé sur Virgil van Dijk, qui a permis à Liverpool de ne plus encaisser autant de buts. Mais aujourd'hui, la tête d'affiche de Liverpool, c'est Sadio Mané, et dire que le joueur qui a beaucoup plus pesé dans le titre de Liverpool et la saison exceptionnelle, c'est Virgil van Dijk. Je pense qu'il va falloir beaucoup plus... je vois Noël de Souza qui secoue la tête. Ça veut dire que Noël n'est pas d'accord avec John Atisso? Bon, pas forcément. Ce que je dis, c'est qu'il y a 8 votes. Comme l'avait dit Franck, il faut respecter quand même les votes parce que dans les votes, on ne sait pas ce qui s'était passé, sur qui se sont basés, quels étaient les critères qui ont quand même permis à tout ce beau moment-là de plébisciter Van Dijk. Mais ce qu'il faut dire, c'est que on a comme l'impression que c'est un jeu qui a été fait sciemment pour écarter Mané. Si Mané était dans le trio, il pouvait être sacré. Donc, on l'a juste écarté, on l'a remplacé par un autre joueur de Liverpool parce que quand vous suivez le parcours de Liverpool, comme vient de le dire John, vous allez voir qu'à un moment donné, Salah s'était blessé. À un moment donné, Van Dijk était à côté de la plaque à l'aller face au Barça au Camp Nou. Il n'a pas existé. Il faut tout de même dire également que la presse a beaucoup travaillé pour Van Dijk. On l'a mis sur ce piédestal-là, l'indribable, le seul qu'on ne passe jamais, alors que c'est un joueur qui évite les duels. L'autre fois, il s'est hasardé à s'approcher du petit Pépé qu'il a mis dans le vent. Donc ça veut tout simplement dire qu'on a fait sciemment, on a écarté l'autre Sadio Mané. Maintenant, ce que j'ai regretté, c'est que Mané n'était pas à la place de Cristiano Ronaldo. Ça, il faut le dire. Au moins, Messi, il a été buteur de la compétition et tout ça. On est voilà. C'est vrai ce que disent les gens que nous sommes noirs, c'est à cause des moi je ne suis pas contre le choix de Virgil van Dijk, mais je ne sais pas ce que viennent chercher Messi et Ronaldo dans ce trio de finale. Et on a reconduit le même trio pour le meilleur joueur de la FIFA. C'est une méchanceté légendaire, notoire par rapport à ce que réalisent les joueurs africains comme Mané et puis Salah. Cristiano Ronaldo et Messi n'ont rien à foutre à ce niveau. Parce que là, les 3 meilleurs buteurs de l'un des championnats les plus médiatisés, les plus soutenus de ce monde, sont des Africains. Salah, Mané et puis Aubameyang. Messi, il est le soulier d'or européen. Oui, il est le soulier d'or. Mais lorsque vous prenez tout, Messi n'a aucun impact sur... Quand on parle de tout ça, il y a également la prestation au niveau des sélections. Messi n'a aucun impact sur sa sélection. Lorsqu'on voit ce qu'il a produit, c'est vrai, il est meilleur buteur. Il a fait beaucoup de choses avec le Football Club Barcelone, mais là, ça ne suffit pas pour moi. D'accord, donc rapidement... Les deux là n'ont rien à voir dans ce trio. C'est une méchanceté. Le meilleur joueur européen PFE de l'année, on le fait en même temps. Oui, John Atisso. Sadio Mané, Noël. Bon, je pense que la saison n'est pas encore terminée, mais Sadio Mané, ce n'est pas mal avec tout ce qu'il est en train de faire, sa constante et tout. Franck? Mané, il n'y a rien à faire. Voilà, donc ici, c'est Sadio Mané qui fait l'unanimité. Merci à vous d'être resté en notre compagnie. John Atisso, merci d'être passé. Merci à vous également. Peut-être vous voulez dire un petit bonjour à quelqu'un?
Oh non, je salue tout le monde. D'accord, Noël de Souza. Ouais, mes pensées à un ami, grand frère, compère, Tims, qui nous a quittés. Ses obsèques, c'est ce vendredi et samedi à Vepozo. Donc, il repose en paix. Franck Munyama. Bonjour à tout le monde, aux inconditionnels de cette émission. Merci à Pélagie Mekoum, Miss Pélagie. La grise mine, c'est pas grave, hein, merci. Allez, nous disons également merci à Elom Adovon qui a assuré la vidéo de cette édition. Un coucou à Angelo Folicoé qui profite bien de ses congés. Je suis Ezekiel Ayatayi, restez à l'écoute de la référence sportive au prochain numéro.